Si vous êtes ici, c'est que vous êtes curieux. La curiosité, on dit que c'est un vilain défaut, mais c'est la qualité des gens qui ne font pas de distinction particulière entre ce qui serait intéressant ou pas. Ils sont attentifs au moment présent et c'est pour ça qu'ils sont curieux en fait. Et donc c'est à vous que je m'adresse parce que c'est ce que je suis moi-même. Je voudrais partir de cet exemple de curiosité et présent parce qu'il me fallait un sujet pour commencer. Je me suis dit, quitte à souhaiter la bienvenue, autant tirer le fil et voir où ça mène ensemble. Le présent, dans notre jargon actuel, c'est deux choses principalement, mais peut-être même exclusivement. C'est ce que l'on offre à ceux qu'on estime, voire même à ceux que l'on aime, et plus classiquement, le temps de conjugaison qui se situe entre le futur et le passé. Est-ce qu'on peut entendre au-delà de cette simple définition ce qu'est le présent? Bien entendu, oui. On va revenir sur cette première définition de ce qu'est le présent, à savoir, c'est ce que l'on présente. C'est un présent, il est lié au verbe présenter. La définition classique, c'est positionner devant, face. Oui, d'un point de vue littéral, c'est exact. Le mot commence par près, du latin pro, prae, praes, qui précède. D'ailleurs, le mot précéder lui-même commence comme ça. On pourrait s'arrêter à cette définition parce que au quotidien, ça sert. C'est bon, on a compris, ça précède, donc c'est devant, mais dire pro c'est devant, ça nous avance pas à grand chose en fait, ok, mais pourquoi ça s'appellerait comme ça? Eh bien, pré, c'est le lieu dans lequel les bovins et les ovins vont faire leur... En gros, ils mangent dedans, et le berger les guide, etc. Bref, on distingue pré de marais, parce que chez les anciens, on va pas inventer des choses qui servent à rien. Le marais est en bas, et sur un sol plutôt plat, pour la culture maraîchère du coup. Le pré est sur les collines. Parce que sur une colline, c'est beaucoup plus difficile de faire de l'agriculture, donc autant en profiter pour y mettre les animaux tout simplement. Le lien entre pré et colline, il vient du fait que, je disais au début, le présent, il est entre le passé et le futur, peu importe, ils sont de part et d'autre, entre donne en 3, ou en terre, en tri, peu importe la variation, on peut faire des métathèses, terre, trait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Métathèse, c'est ce qu'on appelle une contrepétrie, vous savez, où vous mettez une consonne, vous la mâchez à la place d'une autre, et donc du coup les lettres s'inversent. Mais depuis le début, je ne fais que parler, mettez de côté l'orthographe, ça n'a aucune importance. L'orthographe est l'obstacle numéro 1 à la linguistique bien comprise. On se met à penser les mots en les lisant. On a appris à lire tellement tôt, c'est pas un mal, mais quand on se met à penser un mot, on peut pas s'empêcher d'avoir l'orthographe avec. Et du coup, on va d'une langue à l'autre, on dit « Ah oui, mais alors en espagnol, eux ils disent comme ça, et puis en allemand, eux ils disent comme ça. » Ouais, mais c'est le même mot en fait, on s'en fout de l'orthographe. C'est comme si vous alliez de Paris à, je sais pas, vous allez dans le sud-ouest, ou une autre région dans le sud, vous allez avoir des mots qui sont les mêmes, mais si vous deviez les écrire, vous auriez l'impression qu'il faut changer l'orthographe. Nous, est-ce que je suis parisien natif, il n'y a pas de mal à ça, mais on dit jambon. Ok, on dit jambon, on va l'écrire J-A-M-B-O-N, et tout le monde trouvera ça normal de l'écrire comme ça. Maintenant, je ne suis plus à Paris, mais je sais que dans les boulangeries, moi j'ai déjà entendu du chambon. Du chambon, je l'écris comme C-H-A-M-B-A-O-N-N-E, chambon. Je sais pas, mais vous voyez l'idée, c'est que si on avait dû standardiser l'orthographe en prenant comme exemple cette variante du mot, on aurait des orthographes très différentes d'une région à l'autre. Et c'est exactement comme ça qu'est l'ancien français d'ailleurs. Vous avez un même mot, 5, 6, 8 orthographes. Et c'est pareil en allemand d'ailleurs. En fait, on a standardisé tardivement l'orthographe. Enfin, je dis tardif par rapport à l'histoire de la langue française au minimum. Mais ça fait que du coup, on trouve ça normal aujourd'hui d'avoir une orthographe et alors 5, 6, 7 versions. Si vous êtes attentif, que vous avez l'oreille musicale, vous allez voir que les accents, c'est impressionnant. On peut vraiment tordre un mot jusqu'à en faire un autre. J'ai une connaissance qui s'appelle Nedim, mais quand il le prononce, il met tellement de souffle, parce que c'est l'accent marocain qui est comme ça, on entend Nejim avec un J, alors qu'il n'y a jamais eu de J en fait, c'est juste une manière de le prononcer. On pourrait imaginer qu'il y a un H par exemple. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais c'est vraiment pour comprendre que l'orthographe et la manière de parler sont deux choses qu'il faut définitivement séparer dans vos têtes si vous voulez comprendre le principe de mes vidéos, sinon ça marchera jamais, du moins ça va être très difficile.
3, trait, tri, ça a donné trier ou drill en anglais, en néerlandais d'ailleurs aussi, c'est-à-dire percer. Trier, c'est passer devant et mettre sur le côté. Vous restez à votre bureau, ce sont vos petites affiches qui vont aller à gauche ou à droite, ou vos piles d'objets, ou ce que vous voulez. Et quand vous triez, vous faites toujours ça, ça va là, et ça ne va pas là, en fait. Hein. C'est-à-dire oui, non, oui, non. Trier, c'est mettre de l'ordre. Vous passez, et les choses se rangent sur votre passage. C'est figuratif, et c'est pour ça que c'est lié à 3. C'est un rapport triangulaire. Les nombres, il y a la quantité bien entendu, 3 c'est 1 plus 1 plus 1, d'accord, mais 3, ça raconte une relation ternaire, ça l'illustre. Donc une relation ternaire, c'est un triangle. Ce que ça désigne, c'est qu'il y a un élément qui vient structurer, donner du sens aux deux autres. C'est le facteur de paix. C'est ce qui vient mettre un terme à la guerre. Alors là, j'ai changé de registre, je parle de militaire, mais le langage des anciens, c'est une structure assez invariable finalement, et qui se retrouve ensuite dans différents étages. Voilà, c'est comme un ascenseur. On va de l'étage 8 à l'étage 40, à l'étage 2, et toujours avec les mêmes outils. Donc si vous prenez un couple, par exemple, ils sont faits pour se faire la guerre, parce qu'ils sont pas pareils. Quand l'un pense à droite, l'autre pense à gauche, quand l'un pense à aller en haut, l'autre préfère aller en bas, et ainsi de suite. S'il n'y a pas un élément supplémentaire qui vient mettre de l'ordre pour les forcer à rester ensemble, ils ne restent pas ensemble très longtemps. Si c'est pas un enfant, et je reviendrai sur cette idée après, ça peut être le projet commun, mais entre le projet et l'enfant, les astrologues vous diront c'est exactement la même chose, c'est la maison 5. La main intermédiaire entre l'idée et l'action, en fait, ils s'entretiennent mutuellement. La guerre et la charité, c'est le même mot à la base. C'est care. To care, c'est prendre soin. Dans ma précédente vidéo, j'avais déjà fait un lien entre la guerre et l'amour. L'exemple de l'homme et de la femme, l'anthropomorphie, c'est de faire ressembler à des relations humaines et à des apparences humaines des choses qui ne le sont pas. C'est ce qu'a fait Disney en mettant des animaux qui ressemblent à des humains, mais c'est ce qu'ont fait également les religions de nos ancêtres quand ils ont placé des personnages dans des récits mythologiques qui ne parlent pas d'humains en fait. Ils se font l'amour comme la guerre, c'est une question, on va dire, d'intensité, mais c'est exactement la même relation. Il y a une tension due à l'antagonisme. Et le moyen d'y mettre un terme, c'est-à-dire ou bien d'arrêter de se faire la guerre et de s'entendre, ou plus simplement de montrer ce que cette guerre a pu avoir de fécond. Quand un homme et une femme se sont fait la guerre toute une nuit, vous avez compris l'idée, 9 mois plus tard, potentiellement, un enfant apparaît. La femme qui le porte, elle est la cause visible, et la cause invisible, celle que l'on doit deviner, c'est que l'homme l'a semé. Semer, c'est faire un enfant. Entre en trait. Et l'enfant symbolise l'union, comme le trait d'union, c'est pas moral. Ce que je raconte, c'est descriptif. Pax, ou nous on dit la paix, mais il y a là l'orthographe renseigne un petit peu sur l'origine. On dit pacifier d'ailleurs, parce qu'on a gardé le C dans pacifier. Donc la paix, c'est la passe, la pêche, les poissons qui sont dans l'eau, donc dans le ventre de la mer. Voilà, la paix, ce qui permet de cesser la guerre, c'est l'enfant. Quand il arrive au monde, il symbolise à lui tout seul ce qu'il y avait dans l'homme et ce qu'il y avait dans la femme se sont retrouvés réunis et à l'équilibre. Parce que l'enfant, une fois qu'il arrive au monde, il est lui-même de bout en bout de son existence. Il se coupe pas en deux au bout du 3e jour. La pêche, ou le péché d'ailleurs, l'objet de chute, en fait, je ferai une vidéo là-dessus parce que immédiatement il y a les hashtags qui se mettent dans la tête de tout le monde. Religion, morale, péché, originel, sexe, laissez tomber. Retenez juste que chez les anciens, la pêche, le fruit, en l'occurrence, comme le fruit des entrailles. C'est quelque chose de lourd qui symbolise ce qui s'est passé avant. Eh bien, cette réunion-là, elle est le sommet de ce triangle. Vous avez une base avec 2 points opposés, papa, maman. Papa, maman, tétine, tétine. Plus on monte, puisque tout ce qui monte converge,
en 2 mots. Et au sommet, il y a la somme. 3 est la somme ou le sommet de 1 et 2. On invente des mots pour allonger les précédents, même si c'est les mêmes. Donc, sommet, c'est une somme. Sommer, le verbe sommer, c'est se mettre au-dessus et indiquer. Je vous somme de vous arrêter, c'est un coup de sommation, paf, mettez au-dessus, et c'est une position ascendante. Somme veut dire son. J'ai fait une vidéo là-dessus de 40 minutes. Les Anglais, eux, disent son pour le fils. Il n'y a pas d'erreur, hein, les Anglais le disent pas moins bien que nous et inversement. Quand on est au cinéma, par exemple, on dit qu'on regarde en version originale sous-titrée français ou en version française. On dit pas en traduction française, on dit en version française. C'est pas le même mot. En fait, c'est la version française de son qui est fils, mais c'est pas la traduction. Traduire, c'est retrouver l'idée originale. Il y a trans et dur qui vient de duc et qui veut dire guider. Les Anglais ou même les autres langues n'utilisent toutes une seule source. Il n'y a qu'une langue à la racine de toutes les autres. Avec les caprices de l'histoire, les mêmes noms se sont retrouvés utilisés dans des cas différents par des personnes différentes qui ne ressentaient pas la même chose au même moment, pire encore, et qui avaient besoin de se démarquer des rivaux en adoptant parfois l'inverse de ce que faisait l'autre. Si les Anglais disent son là où nous on dit fils, ils font le lien entre son et son, S apostrophe un, ou un. Son, c'est celui qui s'unifie. Oui, puisqu'il y avait des antagonismes à l'origine, et de 2, on est arrivé à 1, en fait. Donc c'est une réunion. Donc, son, c'est la chose qui trône au milieu du système. Alors c'est le roi aussi. En astrologie, le soleil, c'est le roi. C'est le roi, c'est l'ego, c'est pas un cours d'astrologie que je fais, mais c'est pour comprendre que l'idée est là. Les choses lui tournent autour. Par contre, nous, on l'utilise aussi ce mot-là, mais pas au même endroit. Le son, chez nous, ce sont les ondes comme ça qui se propagent. Le son, sonner, on dit sonner, les cloches sonnent. Ça retentit, ça se répand comme ça. Objection. T'es en train de nous expliquer, Ram, que les anciens, ils connaissaient les oscillographes, là, et donc t'es en train de nous parler des extraterrestres et je ne sais quoi, à moins qu'il y ait une autre option. Je vous propose la seconde. Parler, c'est souffler. Souffler, c'est faire du vent, et le vent sur la mer, ça fait des vagues. En fait, elles font des hauts et des bas, comme un fil qui trame l'existence. Et là, je renvoie aux images antiques des parcs, ou des moires, qui filent l'existence de l'homme. Il y en avait une qui tirait le fil, l'autre qui le tramait, et l'autre qui le coupait. Bon, il y aura une leçon à faire là-dessus un jour, mais c'est pas la question. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, son et filiation, là on voit le lien. Parce que chez nous, les Français, on a préféré faire le lien comme ça. Donc c'est toujours les mêmes mots, mais on leur donne une position différente. L'homme utilise son phallus en fait, c'est-à-dire un dard, une petite aiguille. Donc vous voyez l'idée du fil, parce que le fil est au bout de l'aiguille. Ça peut pas fonctionner si on parle d'une fille. À partir de là, la filiation devient passive et ne file plus. Aide à filer quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que j'ai pas choqué, hein, mais c'est ça l'idée. C'est vraiment une question de visualisation. Le son, avant de s'échapper, c'est un don. C'est monsieur qui a donné à madame qui a reçu, et qui a fait une colline avec son ventre. Le prêt, c'est une colline. D'ailleurs, prêt, pas le prêt à intérêt, mais vous avez compris l'idée, le fait de prêter et de donner, c'est la même idée, parce que chez les anciens, on rend toujours ce qu'on a reçu, d'une certaine manière. On vous donne, Dieu vous le rendra. Hein, il y a toujours cette idée que ça fonctionne comme ça. Chaque jour est un don de Dieu, par exemple, mais de manière générale, c'est un don parce que c'est un rayonnement, le présent, que l'on va prendre en soi
et dont on va faire quelque chose. Le futur, c'est ce que l'on va rendre du présent accueilli et mis en gestation dans la mémoire. On peut l'expliquer comme ça. Petit supplément linguistico-biblique. Je pourrais donner des dizaines d'exemples supplémentaires, mais je vais essayer de rester court. Le seul animal à faire ça, c'est le serpent. Donc, si le présent est un serpent, on comprend mieux l'anagramme, mais c'est une anecdote. C'est un emblème qu'on utilise pour parler de ce que l'on appelle la tribu de Dan. La tribu de Dan, comme la chanson de Mano avec la tribu de Dana, c'est une des 12 tribus d'Israël, dont seraient, parce qu'il y a des travaux là-dessus, issus les Irlandais justement, dont les pionniers étaient la tribu de Dana, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et bien, ce curieux, mais Dan en hébreu veut dire juge. Donc, en fait, les juges, ce sont, comprendre l'étymologie de ça, c'est le juge, c'est ceux qui passent et qui met de l'ordre. C'est ça en fait, juger. C'est toi oui, toi non. Et c'est pas moral, hein, c'est métaphysique. Passer, ça fait de part et d'autre une gauche, une droite. Et c'est de là que viennent les mots jude, judée, juge, puisque les Anglais disaient judge. C'est ça en fait. Ça a donné ensuite juif, mais plus tard, parce qu'en fait ça vient de Jude. Et ça a donné le Jutland, au Danemark par exemple. La terre de Dan. Faire une marque en fait, c'est faire une tâche quelque part, donc c'est marquer sa présence. L'enfant est le juge de ses parents. Il est né de leur confrontation. C'est constitutif de ce qu'il est. Mettant à gauche ce qui doit l'être et à droite ce qui doit l'être. Selon lui. Il obéit à sa propre logique puisqu'il est juge. L'ordre passe par lui. Ce qu'on appelle juif ou juge, c'est le même mot. Ce sont à la base des initiés. C'est pas sanguin si vous voulez, c'est pas une tribu. C'est une désignation. Le sommet, le lieu où les antagonismes aboutissent à une union, donc initié, c'est ça en fait, c'est à un moment donné il n'y a plus de conflit, la personne c'est bon, elle a fait le tour de la question, c'est pour ça qu'elle juge en fait, parce qu'elle n'est plus divisée, donc elle va pouvoir diviser. Diviser pour mieux régner, c'est ça l'idée. Donc le rapport triangulaire qu'on reproche historiquement, il est étymologiquement exact. Le mot lui-même désigne les reproches qu'on leur fait. Puisqu'il juge. Il ne peut pas être jugé puisqu'il est juge. Voilà, c'est aussi bête que ça. L'objectif de cette chaîne est de créer un espace en dehors de l'agitation générale. J'aimerais nommer cette émission l'œil du cyclone. Ça tourne, mais au milieu des choses, les mots qu'on utilise résonnent en harmonique. Je me propose en fait de cultiver avec vous cette oreille, comprendre où on est, qui on est par rapport à toutes ces choses qui tournent autour de nous. Vos retours vont m'aider à tailler une émission correcte. C'est important que vous me fassiez part de vos commentaires parce que si je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quoi raconter en fait. Je suis resté elliptique, je peux pas faire des vidéos de 8 heures pour chaque mot, alors merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'essaierai de faire de plus en plus court parce que je pense que c'est un petit peu long comme format. Et je vous dis à bientôt.